ça signifie? Ça signifie, en termes peut-être, en d'autres termes, la liberté, là, je mettrais ça comme la dignité. En fait, les êtres humains ne peuvent pas vivre dignement s'ils ne sont pas libres. L'égalité, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. Les hommes et les femmes ici à l'entrée-là, en partant, différents âges, différents milieux, différentes origines, on n'est pas tous pareils. On ne sera jamais tous pareils. Mais c'est pas ça l'égalité. C'est pas un rapport mathématique, même si j'aime bien les graphiques mathématiques. Mais c'est être sur le même pied en fonction du bien commun, en fonction de la loi, en fonction de l'État, en fonction des objectifs qui peuvent nous réunir dans nos luttes communes. C'est ce que j'appelle la justice fondamentale. Pas le droit tel que les avocats le pratiquent, mais la justice. Et finalement, la fraternité, on pourrait dire sororité, je ne veux pas faire de discrimination ici, le rapport entre des gens de même niveau, mais un rapport très humain, appelle la solidarité. Bon, on fait partie d'un parti aussi qui s'appelle Québec solidaire, ça a au moins le mérite d'identifier ça c'est très très bien. Parce que on a aussi besoin de solidarité dans notre monde pour pouvoir non seulement mener à bien des luttes toutes locales qu'elles soient, que ce soit dans une usine, dans un magasin, pour se syndiquer, pour revendiquer dans des conseils, dans nos quartiers, bref, dans nos milieux de vie. On a besoin de solidarité. Sans solidarité, on n'y arrive pas. Même si la société, j'arrive à retrouver ma feuille, c'est composé d'individus, mais comme il se disait dans la définition, c'est des individus qui ont des rapports entre eux. On peut très bien avoir des rapports de fraternité, d'égalité, de liberté. En fait, on va l'avoir, on tend vers ça quand on lutte pour le socialisme, en mon sens, parce qu'on se libère des rapports d'inégalité. D'ailleurs, la société dans laquelle nous évoluons ici, je la qualifierais facilement de bourgeoise ou capitaliste, et qui est dominée par des rapports d'inégalité. Un beau petit schéma, très très simple, il va de soi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais grosso modo, il y a des gens, des individus qui appartiennent à des classes, qui ont des rapports sociaux privilégiés entre eux, qui sont dans une position dominante sur un ensemble de gens qui n'ont pas toujours les rapports de solidarité entre eux, mais qui en ont aussi, des rapports de classe, mais qui sont dominés. C'est la société capitaliste. C'est l'inégalité structurelle. Mais parfois, les rapports sociaux changeant avec l'ensemble des conjonctures, il arrive des affrontements, des rapports de force. Qu'advient-il? Eh bien, les gens qui détenaient le pouvoir, qui le détiennent toujours, bien, ils vont tout faire pour le maintenir. Ça, c'est clair. Mais où est-ce que c'est plus complexe? Et où le travail communiste rentre en ligne de compte beaucoup, je pense, c'est dans le groupe des gens dominés. Parce qu'il y a différentes tendances dans ce groupe-là. Il y a des gens qui veulent juste en finir avec la domination. Hey, moi, je suis écœuré de me faire dominer. Je ne veux pas dominer personne, mais je suis écœuré de me faire dominer. Qui me calisse spatial. C'est bon. Mais il y en a qui, selon le rapport de force, ils disent ouais, je suis tanné de me faire dominer, mais c'est bon, d'un coup que je m'allie avec les autres, ils vont peut-être récupérer leur pouvoir. Je vais faire partie du groupe des dominants, je vais pouvoir en profiter. Et là, c'est toute la question des alliances, des rapports de force, des tactiques stratégiques, les différentes parties. C'est très complexe, mais ça fait partie de notre fameuse stratégie là, en ligne louvoyante, en quelque sorte. Et l'objectif vers lequel on veut tendre, c'est l'objectif de la révolution. Mais c'est quoi la révolution, en fait? C'est l'égalité, la liberté, la fraternité mise en œuvre au sein de la société quand les rapports sociaux entre les individus sont une société sans classe. C'est l'objectif des Karl Marx. Et c'est aussi l'objectif des anarchistes, d'avoir une société sans classe. Liberté, fraternité, égalité, à mon sens, on voit là bien l'aspect proprement révolutionnaire de la lutte de transformation vers le socialisme. Pourquoi je dis que la lutte de l'indépendance nationale, c'est un concept révolutionnaire? Parce que, voilà, l'indépendance, un grand mot, 13 lettres ou 12, 13, je ne sais plus, là, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lettres, un grand mot. Composé, vous l'avez vu ici en rouge et en noir, de deux mots qui ont, entre d'une particule et d'un mot complet, qui portent sens. Qu'est-ce que ça veut dire? 1. Élément négatif. Toujours Robert, évidemment.
préfixe latin in, qui se transforme en IL devant un L, en IM devant un B, un M, un P, ou un IR devant un R en français. Élément négatif. Donc, l'indépendance, c'est ce qui n'est pas dépendant. Ça, c'est clair. Mais c'est quoi la dépendance? Voyons voir. Robert, 1636. C'est pas pire, 1636. Pas d'hier. Le fait pour une personne de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, on renvoie une série de mots. C'est pas pire. Asservissement, assujettissement, chaîne, esclavage, obédience, obéissance, servitude, soumission, subordination, suggestion, vassalité. Aïe aïe. On renvoie à d'autres mots aussi un peu plus loin. Coupe, empire, joug. Ben, pour revenir à mes dessins mathématiques, la dépendance, hein, si on fait abstraction de ce côté-ci de la feuille, la dépendance, en quelque sorte, ce rapport-là, un X ou un Y, il y a un élément là, qui est en position de domination. Il y en a un qui domine sur l'autre, l'autre est dominé par l'autre. C'est un rapport d'aliénation que Albert Memmi a très bien écrit d'ailleurs. C'est un double rapport d'aliénation parce que le dominant a besoin du dominé pour dominer. Et le dominé, il ne sait pas se concevoir sans le dominant parce qu'il a intégré la position du dominé. C'est un peu ça le principe, mais on y reviendra un autre jour. Mais l'indépendance, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas dépendant. Si la dépendance, c'est ça. L'indépendance, c'est ça. Un beau rapport d'égalité. Merveilleux. C'est un rapport structurel. C'est un rapport de transformation sociale. Ici, c'est un rapport vertical, là, c'est un rapport horizontal. C'est un peu comme si on l'envisageait dans la famille. Au lieu d'avoir l'autorité traditionnelle père, fils, fille, ou mère, fille, fils, fille, hein, c'est un rapport horizontal. C'est comme si on se concevait tous comme des frères ou comme des sœurs. C'est un rapport d'égalité. D'où l'aspect de la fraternité d'ailleurs. C'est un très beau mot qui veut dire ces choses-là. Mais historiquement, c'est quoi la position structurelle du Québec et du Canada? Regardez, ça aurait pu être très très beau, ça aurait pu être magnifique, maudit beau schéma, de l'alors. Ça a déjà fait partie, en quelque sorte, du programme du Parti communiste du Canada au moment où moi j'adhérais au Parti communiste du Québec, qui était une section autonome du Parti communiste du Canada. Alors, ça ressemblait un peu à ça. Je l'explique, ici, les carrés rouges assurés, ce sont les nations. Hein, s'il y avait eu vraiment une confédération, c'est ce que ça veut dire, puis un vrai pacte, bien voici ce que ça aurait eu lieu. Hein, il y aurait eu les nations canadiennes anglaises, les nations québécoises, les nations acadiennes, les nations inuites, puis toutes les nations autochtones, mais là, j'ai pas eu assez de carrés, mais il faudrait mettre un carré pour chacune des nations autochtones. Hein, les Abénaquis, les Micmacs, etc. Un ensemble de nations, sur un plan égalitaire, ça avait eu un vrai pacte, sur un plan égalitaire, aurait partagé une institution politique commune, hein, le beau rectangle noir ici, qui aurait pris de multiples formes, régionales ou territoriales, parce que, qu'est-ce que vous voulez, le territoire est très vaste, et que l'ensemble des nations habitent différemment, le territoire n'est pas réparti équitablement. Puis, et si ça avait été fondé dans cet esprit-là, c'est ça qu'on aurait eu. Ouais, c'est un beau rêve, c'est un bel idéalisme à mon sens, mais je ne pense pas que ce soit pratique de le concevoir comme ça, à partir de la situation. 1867. Ça, c'est la situation qui a prévalu jusqu'à, il n'y a pas longtemps, mais en fait qui prévaut jusqu'à certains égards. Gros rectangle rouge, l'État fédéral. L'État fédéral qui est aussi un État national. Et là, un État national, c'est ça. Un État national au sens français et au sens anglais du terme. Au sens français parce qu'il représente les Canadiens anglais, puis au sens anglais du terme parce que c'est un État souverain. En fait, pas tout à fait, mais disons la plupart des attributs d'un État souverain. On est quand même une monarchie constitutionnelle, là, on va se le rappeler, mais bref. Cependant, l'ensemble des carrés ici, ce sont les États provinciaux, hein, vaincus. Toutes les assemblées législatives. Bon, voilà. Mais, il y en a un, Nouveau-Brunswick. Il y a comme une domination là-dedans. En fait, c'est pas une domination, c'est une domination. Oh! C'est une nation entière. J'avais pas pensé à ce jeu de mots-là. Mais qui n'est pas majoritaire dans son propre État provincial. Donc, il subit une oppression nationale. Même dans son propre État. Et vous avez la nation québécoise, ici. Un carré, qui est largement majoritaire. Nation québécoise au sens 2, au sens français, qui est majoritaire dans son État provincial. Mais vous voyez très bien qu'il y a un niveau structurel. C'est évident. Les États, les petits carrés noirs aussi, là, sont pas sur le même niveau que le grand carré rouge. Ça, ici,